Il y a eu plusieurs films qui ont fait des références au cannabis, bien entendu, plus des personnages aussi dans des films. Là. Oui, bien évidemment, lorsqu'on parle de films et de cannabis, on pense tout de suite à Cheech and Chong. Je pense que c'est le classique indémodable. C'était de front la promotion du cannabis, carrément. Là. Oui, totalement. Up in Smoke, en 1978, qui a été leur premier film d'une série de 8 films à Cheech and Chong. Est-ce qu'il y a eu un succès instantané ou pas? Écoute, le budget de 2 millions a généré un box-office américain de 44 millions de dollars, wow. Billy. Alors oui, ça fut un succès instantané. Ils ont quand même eu 2 millions pour ça. Et ils ont eu une suite tout de suite en 1980, 2 années plus tard, une autre suite en 81. Alors oui, ça a fait leur carrière aux deux. Ce qui est intéressant dans le cas de Cheech Marin, vous savez c'est quoi l'ironie? L'ironie, c'est qu'il est fils de policier, Cheech Marin, dans la vraie vie. Ouais. Et sa carrière subséquente a été surtout dans les films qui s'adressent aux enfants. Il donne la voix. Il donne la voix à l'une des 3 hyènes dans Le Roi Lion. Ben voyons donc, c'est bien drôle. Il fait aussi la voix de la voiture un peu gelée, Ramon, dans les Bagnoles, dans les 3 films Bagnoles. Mais c'est un rôle qui lui colle à la peau quand même. Et même dans Coco, il a donné la voix à un personnage. Alors, c'est assez quand même bizarre. Dans Coco, hein, Oui. Et écoutez, Cheech and Chong, en fait, ont posé les assises du genre qu'on appelle les films de Potter, qui est une sous-catégorie de la comédie. Dans ces films-là, il y a des traits caractéristiques. Par exemple, c'est toujours 2 amis un peu en cavale, à la recherche de potes ou de hamburgers ou n'importe quoi. Alors, on pense à Harold and Kumar Go to White Castle, Jay and Silent Bob. En France, on a fait un film qui s'appelle Les Frères Pétard. Il y a Jesse et Chester dans Dude, Where's My Car? Puis il y a évidemment le classique Dominique et Martin partent en tournée. C'est un court-métrage. Tout le monde le connaît, celui-là. Il y a Thelma et Louise. Ah non, c'est pas la bonne. Non, c'est pas tout à fait. Ah ouais, pour vrai, c'est vraiment un sous-genre. Mais pour une certaine génération plus moderne, on va dire, le classique, c'est Dazed and Confused, réalisé en 1993, et qui met en vedette quand même des acteurs qui étaient en début de carrière. Ça peut être intéressant de revoir ça aujourd'hui. Je parle de Ben Affleck, de Mila Jovovich et de Matthew McConaughey, qui sont tous dans ce film-là. Mon Dieu. À une époque où il n'était pas encore... non, c'est ça, il n'était pas très connu. Donc, c'est des films, c'est des body comedy, où il y a une quête normalement anodine dont on se fout pas mal. On rit des figures d'autorité, notamment les policiers, les professeurs, les parents, qui là-dedans sont toujours un peu stupides et innocents. Là. Il y en a à qui ça a lancé la carrière. Je pense à Seth Rogen. Toute sa carrière repose là-dessus essentiellement. C'est vraiment sur le pot quand tu y penses. Le cinéma de Seth Rogen, tout à fait. C'est complètement le cas. Et dernier point commun dans ces films-là, c'est le coït interrompu aussi. Parce qu'il y a toujours une fille qui est... très, très, très belle, au-delà même du standard des 2 personnages principaux, normalement, qui sont un petit peu, marginaux. Et avant de pouvoir finalement passer à l'acte, il y a toujours quelque chose qui va interrompre le moment. Qui brise le rêve. Oui, c'est ça. Fait que ça, dans ces films-là, c'est le classique. Ah ouais. Il y a eu des cas particuliers, par exemple, des cas d'exception. 9 to 5 en 1980. C'en est une comédie de Potter, mais c'est de Potteuse, puisque ça met en vedette Jane Fonda, Lily Tomlin et Dolly Parton. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est le même genre de film, mais à distribution féminine. OK. Jane Fonda et Lily Tomlin, c'est pas eux qui jouent dans la série sur Netflix? Tout à fait, exactement, oui. Et il y a eu Fritz the Cat en 1972, qui est un film animé, premier film animé de l'histoire du cinéma à être certifié X, à avoir la cote de X. Parce que là-dedans, il y a des partous animés, il y a le chat va fumer, évidemment, de la marijuana, et ça s'adresse clairement pas aux enfants, pour que ça soit clair. Mais quand même, le film a coûté 700 000 $ seulement à réaliser, et il a généré un box-office de 90 millions de dollars. Oui. C'est un classique, Fritz the Cat. Mais qu'on devait se passer en dessous du manteau un peu de manière timide, j'ai l'impression. Oui, ça a joué comme un petit peu dans les cinémas underground. Oui, c'est ça. Easy Rider, tout le monde connaît ce classique-là en 1969 avec Peter Fonda, Dennis Hopper et Jack Nicholson. On retient tout le temps la scène, le trip d'acide dans le cimetière, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'avant ça, Peter Fonda donne à Jack Nicholson son premier joint. Là, évidemment, je parle du personnage qu'interprète Jack Nicholson et non pas Jack Nicholson lui-même, parce que je doute fortement que c'était son premier. Et
c'est le fait que ce sujet-là soit sujet à comédie principalement indique bien là où on le situe dans la hiérarchie des drogues. Parce que les autres drogues, on sait qu'on a des films durs comme Scarface, Blow. Quand on parle de cocaïne, c'est toujours des drames assez violents. Basketball Diaries pour l'héroïne. Mais c'est tout le contraire avec le pot. C'est très souvent des comédies. On prend ça à la légère. Il y a une exception, c'est le film Savages de Oliver Stone en 2012. Sauvage qui était quand même un drame plus dur et qui prenait comme point de départ là, la marijuana. Mais j'ai une question pour le prof, par exemple, puis c'est un peu philosophique. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit légal, moi je pense que le succès de ces films-là, c'était le côté un peu délinquant, hors la loi, soft entre guillemets. En le rendant légal, ici, moi, j'ai l'impression qu'on vient de tuer le public de ce genre de film-là. Parce qu'il n'y a plus de danger, en fait, pour les personnages, non? Bien, ça serait vrai, mais on est aux États-Unis avec la réalisation de ces films-là. Et tant et aussi longtemps, à part les quelques États où c'est légal, tant et aussi longtemps que ça demeure encore un peu... Non, mais dans notre regard à nous... Non, nous, c'est sûr qu'on va le regarder d'une façon beaucoup plus anodine. Ça ne sera pas aussi intéressant que ça l'était, là, parce que, bon, on mais ça tuerait le genre si ça devenait... C'est l'interdit qui est intéressant. Oui, ça va juste passer à autre chose, finalement, totalement. Il y a quelque chose d'autre qui deviendrait soft. C'est impressionnant sur la messagerie à quel point les gens ont des films particuliers qu'ils aimaient. Ah oui, il y a des classiques. Moi, je vais terminer en vous parlant d'un classique moins connu qui s'appelle Reefer Madness, qui a été réalisé en 1936. Le titre original de ce film-là, c'était Tell Your Children. Et il figure à la liste des pires films jamais réalisés dans l'histoire. Il n'a coûté que 100 000 $. Et c'est une organisation chrétienne aux États-Unis qui l'avait fait. À ce moment-là, il ne faut pas oublier que de 1930 à 1960, il est strictement interdit de parler de drogue au cinéma. On n'a pas le droit. Okay. On n'a pas le droit de les présenter, on n'a pas le droit d'en parler, ça n'existe pas. Eux ont fait ce film-là pour avertir les parents des dangers qui guettaient leurs enfants de la consommation. Et c'est tellement mauvais que ça a été repris dans les années 40 et 50 pour véhiculer le message absolument inverse. Et ça a fait le tour c'est comme un documentaire. Non, c'est un film de fiction, mais tellement mal joué, Martin, là, tellement mal réalisé que ça devient risible, particulièrement si on le regarde sous l'influence. Donc, effectivement, c'est ça qui est arrivé. Merci infiniment, Philippe Lemieux. Ça fait plaisir, mon pote. Et puis... Oh, je ne l'attendais pas, celle-là. Elle fait mal quand même. Elle rentre comme... Ça, c'est de l'humour de prof, ça. Ouais. En semaine, dès 5h25. 96.9.